chercheur à l'INSA de Lyon, rattaché à un laboratoire qui s'appelle DEEP pour déchets, eau, environnement, pollution. Et donc je vais faire cette présentation au nom de l'ensemble de mes collègues. Je n'ai pas du tout la prétention de la paternité de tous les résultats que je vais vous présenter dans ces 20 minutes. Et pour commencer, donc la pluie comme opportunité pour les villes, pour poser quelques bases sur à quoi ressemble la gestion traditionnelle de ces eaux pluviales, en bien des aspects, elle présente des similitudes avec la gestion des déchets. L'idée, c'est qu'on cherche à évacuer le plus loin, le plus rapidement possible, ce qui est considéré comme une nuisance. Et du coup, ça a donné lieu à une gestion qu'on met en œuvre la plupart du temps via des systèmes d'égout. Vision que j'ai qualifiée il y a quelques secondes de traditionnelle, mais en fait la tradition n'est pas allée chercher bien loin dans l'histoire. Alors j'espère qu'on me pardonnera ici quelques parisianismes, mais en fait il y a un intérêt à aller regarder un petit peu les travaux fondateurs de cette vision moderne, sens, bien sûr qu'on va questionner dans quelques minutes, de l'assainissement pluvial qui doit beaucoup aux travaux à Paris des deux messieurs que vous voyez sur l'écran, Eugène Belgrand et le baron Haussmann. Baron Haussmann qui déclarait devant le Conseil de Paris que, en gros, sur les 1 200 000 âmes que comptait Paris, on ne pouvait pas les abandonner aux chances des variations atmosphériques. La pluie est trop aléatoire pour présenter un quelconque intérêt en termes de ressources. Il dit un petit peu plus loin dans son mémoire sur les eaux de Paris, alors prenons le temps de jeter un œil à cette citation, il s'intéresse aux eaux qui circulent dans les réseaux d'égouts et il dit les eaux qui sont distribuées, donc rejetées comme des eaux usées, ne sont rien dans ces égouts à côté de celles qui versent à certains moments les pluies, ces agents naturels d'assainissement précieux mais incommodes dont les allures indisciplinables ne rendent que plus impérieusement nécessaire un système bien combiné d'écoulement souterrain. En gros, ce qu'il est en train de vous dire, si on le résume en des termes un peu pragmatiques, c'est que la pluie a la mauvaise idée d'être pas disponible quand on veut, avec un débit qu'on ne peut pas ajuster, à la différence des aqueducs et autres. Il n'y a malheureusement pas de petits robinets sur les nuages qui nous permet d'amener l'eau où on veut et quand on veut. Souvent, ce débit est trop élevé, ce qui est la cause d'inondations, et par contre, cette pluie, elle est bien pratique pour tirer la chasse. Donc, en gros, les eaux pluviales en ville peuvent être utilisées, non pas comme une ressource, mais comme une aide à l'évacuation de tous les déchets pour laver la ville à grandes eaux dans cette philosophie hygiéniste qui prévalait dans cette deuxième moitié du 19e siècle. La conséquence de ça, qui continue à prévaloir dans un certain nombre de villes qu'on connaît autour de nous, c'est une gestion centralisée. Vous avez peut-être déjà vu ce dessin qui symbolise un petit peu ce qu'on cherchait à faire avec une gestion traditionnelle des eaux pluviales, les évacuer rapidement, loin, et par des réseaux de canalisation qui doivent être dimensionnés pour encaisser la pluie la plus extrême possible jusqu'à un certain point, jusqu'à une certaine période de retour. Et les conséquences de cette gestion, elles sont nombreuses et pas particulièrement favorables. Alors la première, c'est que si malgré tout, on se retrouve face à une pluie pour laquelle les réseaux sont sous-dimensionnés, on peut avoir une mise en charge, donc une transmission des forces de pression à l'intérieur du réseau qui aurait dû être gravitaire. Et donc, ça peut générer des inondations de réseaux séparatifs, comme vous en voyez un exemple sur la photo, des rejets sans traitement de différents types d'effluents urbains à différents points d'introduction dans le milieu récepteur, soit sous la forme des exutoires des réseaux pluviaux séparatifs, qu'on ne traite pas du tout, soit sous la forme de déversoirs d'orage quand on a trop d'eau dans des réseaux unitaires qui transportent à la fois des eaux pluviales et des eaux usées. Et alors, ce troisième exemple, je le mets presque plus pour moi que pour vous, parce qu'en fait, en hydrologie urbaine, on a rapidement tendance à s'imaginer que les frontières de nos systèmes sont les frontières du monde, et que donc, finalement, on arrête de regarder ce qui se passe au-delà des exutoires de nos réseaux d'assainissement. Et en fait, aux exutoires de nos réseaux d'assainissement, la plupart du temps, on a des cours d'eau, parfois des petits cours d'eau, qui ne sont pas très contents de recevoir des écoulements à 3-4 mètres par seconde. Donc, en fait, ça peut aussi créer ce phénomène d'érosion qui vient raviner des milieux récepteurs, pas forcément très très à l'aise avec des pics de débit liés au temps de pluie.
Et donc, on a évoqué des conséquences un petit peu visibles de cette gestion, et on va en regarder une peut-être un petit peu plus insidieuse, un peu plus invisible, que je vais illustrer par un exemple. C'est la problématique des flux polluants en particulier, et pour vous faire un petit peu toucher du doigt à quoi peut bien ressembler un flux polluant, on va regarder une fois encore la Seine à Paris, avec, dans un premier temps, ce graphique que vous voyez ici, qui est une remise en perspective temporelle des concentrations en duron. Le duron, c'est un herbicide qui a été longtemps utilisé et interdit définitivement en 2008 dans le milieu agricole, que vous voyez mesuré dans la Seine à Paris par la police de l'eau. En amont, c'est les box plots, les diagrammes en boîte à moustache gris et gris clair, et en aval de Paris. Et donc, ce que vous observez, à chaque fois, la ligne orange représente la limite de quantification des analyses, et les changements tous les 4 ans, c'est simplement dû au fait que, à cause des marchés publics, la DRIE doit changer de prestataire analytique tous les 4 ans. Et du coup, s'il change de laboratoire pour quelqu'un qui sait moins bien analyser le duron, la limite de quantification remonte. Et puis, s'ils vont vers un prestataire qui est un petit peu plus affiné sur ces questions-là, la limite de quantification baisse. Toujours est-il que ce qu'on observe, c'est une diminution d'un facteur à peu près 10 des concentrations en duron entre la période où il était utilisé comme herbicide et la période actuelle. Malgré tout, on observe une stabilisation à quelque chose qui n'est pas totalement négligeable. Et la question qu'on s'est posée avec mes collègues de mon ancien laboratoire au LESU à Paris était de s'interroger sur la contribution du milieu urbain à cette contamination résiduelle. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait une contamination du milieu urbain? On pourrait très bien aussi arguer que ça peut être simplement du duron stocké dans les nappes phréatiques qui se relargue. Alors différentes hypothèses qui nous font suspecter des émissions possibles par le milieu urbain. Première hypothèse, peut-être que c'est Papy qui a fait des stocks et qui essaye de les revendre sur le bon coin. Voilà, donc ça c'est un exemple, mais un exemple qui est peut-être assez peu vraisemblable à grande échelle. La deuxième hypothèse est un petit peu plus pernicieuse. Elle nécessite d'aller regarder d'un peu plus près les fiches techniques et les spécifications de certains produits qui sont encore tout à fait utilisés et autorisés sur le marché, comme par exemple des enduits de façade, comme celui-ci. Alors là, j'ai pris un exemple, mais c'était absolument pas pour faire un focus là-dessus. Vous en avez plein d'autres exemples. Et si on fait un petit zoom, on voit composition, duron OIT, octyl-isothiazolinone. Et donc, un herbicide qui a été interdit en 2008 est encore utilisé de façon tout à fait légale dans des enduits de façade. Et alors ça, en fait, c'est une petite subtilité réglementaire qui vient du fait que l'usage biocide et l'usage herbicide ne sont pas régis par les mêmes réglementations. Donc le duron, bien qu'interdit comme herbicide et comme pesticide, continue à être parfaitement utilisé de façon tout à fait légale dans des enduits et crépits de façade et aussi dans des peintures anti-fouling. Et du coup, conséquence très pratique de ça, si on fait un zoom maintenant dans la Seine, mais qu'on scinde les concentrations que j'avais tout à l'heure représentées au sein d'un unique box plot en fonction des conditions météo dans les 3 jours qui précèdent, on se rend compte que par temps sec, c'est les box plots blancs, on a des concentrations relativement basses qui peuvent prendre un ordre de grandeur quand on a eu une pluie supérieure à 5 mm sur la région parisienne dans les 3 jours qui précèdent. Pourquoi 3 jours? C'est parce que c'est le temps de transit maximal entre la frange rurale de l'Île-de-France et l'endroit où les mesures ont été faites. Donc c'est valable pour le duron, ce qui nous permet là concrètement de mettre en évidence l'effet du temps de pluie sur la contamination du milieu récepteur. C'est valable pour différentes autres substances qui sont associées aux eaux pluviales, comme par exemple les chlorures de benzalconium, que vous retrouvez là encore de façon tout à fait légale dans différentes substances anti-mousse qui sont vendues en animalerie par exemple, pour enlever la mousse de vos toitures. Et ça, on remarque exactement le même pattern sur la contamination de la Seine, c'est-à-dire une augmentation d'un facteur 10 quand on fait des mesures après une pluie par rapport au temps sec. Donc, tout ça pour dire, en fait, on peut commencer par imaginer que gérer les eaux pluviales de façon traditionnelle, c'est les mettre à la poubelle. C'est encore pire que les mettre à la poubelle, puisque du coup, ça génère d'autres nuisances, en plus de simplement le fait de se priver de ce qui pourrait être une ressource. Aussi, j'aimerais bien insister sur une chose, c'est le fait que nous soyons réunis pour discuter de la pluie comme opportunité pour les villes nous signifie quelque chose de plutôt positif, c'est qu'on n'est pas complètement au bord du gouffre.
on pourrait être en train de se demander si la pluie n'est pas une nécessité pour les villes. Alors pour se questionner là-dessus, en fait, un exemple aussi fascinant qu'emblématique, c'est le cas de Venise. Si on gagne de la terre sur la mer, qu'on crée de façon artificielle des nouvelles terres, il ne faut pas non plus s'attendre à ce que la terre soit parfaitement hospitalière, et donc elle n'a aucune ressource en eau souterraine, aucune ressource en eau superficielle, pas de rivière, pas de lac, pas de nappe phréatique. Qu'ont fait les Vénitiens face à un constat comme ça? Ils ont créé leur propre nappe phréatique. Là, vous avez le schéma d'une configuration typique de puits vénitien, où en gros, on creusait sur 5 à 6 mètres de profondeur, on tapissait le fond d'argile pour rendre le fond imperméable, ou en tout cas le plus imperméable possible, on remettait un massif de sable par-dessus pour filtrer un petit peu les eaux, et en fait, on faisait en sorte de récupérer la plus grande partie possible de la seule ressource en eau disponible dans un contexte aussi contraint, la pluie, qui s'engouffrait via des fentes ou via des trous créés sur les pavés de chacune des places publiques à Venise. Et ça, c'est un modèle qui a prévalu pendant pas mal de temps. Là, vous en avez une illustration au XVIIIe siècle, une porteuse d'eau qui venait récupérer de l'eau à l'intérieur d'un puits pour les amener à des habitations. Et on retrouve ce modèle dans des photos du milieu du XIXe siècle. Vous avez une autre porteuse d'eau qui, du coup, va chercher de l'eau au puits pour l'amener à des habitations, jusqu'à 1884, l'arrivée du réseau. Et du coup, pour fêter ce réseau avec toute cette pression, on a fait la démonstration de la capacité à créer des fontaines très très hautes, parce que du coup, tout le monde était enfin content d'avoir de l'eau courante à Venise. Et nous, dans tout ça, alors nous, ces images-là peuvent nous sembler à la fois lointaines en termes de contexte et lointaines en termes de temps. Et pas plus tard qu'il y a 2 ans, on était comme ça. Voilà, août 2022, dans l'Ain, on vous dit, c'est la sécheresse, c'est la crise. Qu'est-ce que vous avez le droit de faire avec de l'eau potable? Rien, sauf la boire et vous laver avec. Tout est interdit, interdiction d'arroser les massifs, interdiction d'arroser les espaces verts. Il y en a un qui n'est pas barré, mais c'est quand même sous-titré interdiction de remplir, de vidanger les piscines, etc., etc. Et donc ça appelle plus que jamais à questionner d'autres façons de gérer les eaux de pluie, de les considérer comme une opportunité, voire une nécessité. La bonne nouvelle, c'est que le changement est déjà en route. On a aujourd'hui des nouvelles façons de gérer l'eau en ville plutôt que d'utiliser des réseaux de canalisation qui consistent à essayer de la gérer le plus près de l'endroit où la goutte d'eau tombe en favorisant notamment des phénomènes plus proches de ce que serait un bilan hydrologique naturel, l'infiltration, l'évapotranspiration, parfois dans des solutions végétalisées, parfois non. Les 2 premiers exemples, la tranchée drainante et le pavé poreux, sont des exemples minéraux, mais qui fonctionnent plutôt bien pour gérer les eaux pluviales. Après, vous avez des exemples où l'eau va s'infiltrer, des exemples où l'eau va être interceptée dès la toiture et en grande partie évapotranspirée. Et on va voir dans la suite de cette présentation tout ce que ces nouveaux modes de gestion des eaux pluviales nous permettent de faire, aussi un petit peu ce qu'ils ne nous permettent pas complètement de faire. Alors, illustration de ce que peut permettre la gestion à la source des eaux pluviales à travers des résultats de recherche acquis dans le cadre du projet Micromégas et notamment dans la thèse de Robin Garnier. Donc on a un ouvrage de gestion à la source dans lequel arrivent des eaux de ruissellement, un volume que j'ai noté VIN, et l'ouvrage a été étanché au fond, pas pour des raisons d'ingénierie, mais pour s'assurer de récupérer la totalité de l'eau qui a percolé en dessous d'1 mètre et pouvoir faire un bilan de flux entre l'eau qui rentre, l'eau qui sort et donc l'eau qui est stockée à l'intérieur de la porosité du sol. Ce qu'on observe, du coup, je vais le quantifier dans la slide qui arrive en termes de pourcentage de rétention, la fraction du volume qui arrive, qui est retenu dans la porosité du sol, autrement dit, qu'on ne retrouve pas dans le drain, qu'on ne retrouverait pas dans le réseau si ce drain était connecté à un réseau d'assainissement. Ça, pour un certain nombre d'événements pluvieux, ce qui permet de faire des statistiques. Et vous voyez représenté toujours sous la forme d'un diagramme en boîte à moustache, sauf qu'on ne voit même pas sa moustache du haut, tellement il est collé à 100%, l'abattement volumique qu'on est capable d'atteindre dans des ouvrages comme ça. Pour plus de la moitié des événements pluvieux, qui sont des événements pluvieux de petits cumuls, on n'a aucune eau qui sort de 1 mètre de sol d'épaisseur. Ça, c'est simplement dû au fait que les forces capillaires et l'évapotranspiration qui intervient après la pluie, permettent de gérer, de retenir l'eau dans une partie du sol qui est constitué d'environ 1 mètre.
Donc déjà, je vous présente ça aussi parce que souvent, on entend une espèce d'amalgame d'avantages qui sont présentés sans beaucoup de discernement. La gestion des eaux pluviales par des solutions comme ça perméables ne réalimente pas nécessairement les nappes. Là, typiquement, vous avez quasiment rien qui dépasse 1 mètre de profondeur. À la différence des ouvrages un petit peu plus centralisés, comme des bassins d'infiltration, tels que vous pouvez en voir un sur la photo en haut à gauche. Et là, ce que je vous présente, c'est des travaux des collègues du LENA qui se sont intéressés aux différences de température, notamment, qu'on observait dans la nappe entre un piézomètre de référence situé en amont hydraulique du bassin d'infiltration par rapport au sens d'écoulement de l'eau et un piézomètre impacté situé en aval. Ce que vous voyez donc sur le graphique ici, c'est l'amplitude thermique dans la nappe en amont, qui fluctue quasiment pas, l'amplitude thermique dans la nappe en aval, qui montre des fluctuations beaucoup plus prononcées, ce qui montre que, du coup, en été, l'infiltration des eaux de ruissellement réchauffe la nappe, en hiver, elle les refroidit. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que les amplitudes sont d'autant plus prononcées que vous collectez des eaux de ruissellement sur des bassins versants étendus. On a un effet qui est d'autant plus marqué qu'on a une gestion centralisée, ce qui rejoint ce que je vous disais précédemment. Un petit ouvrage à la source retient l'eau dans le sol superficiel, il y a très peu de flux vers la nappe. Des ouvrages plus centralisés, la capillarité ne suffit plus. L'eau percole jusqu'à la nappe, ce qui, on va le voir tout de suite après, pose d'autres questions, notamment en termes de contamination. Une diapositive pour, encore une fois, me rappeler à moi-même qu'on a beaucoup posé des travaux fondateurs en hydrologie urbaine dans des villes où il y avait déjà des gros cours d'eau, la Seine, le Rhône, et donc des cours d'eau dont l'hydrologie était essentiellement gagnée en amont sur le bassin versant. C'est oublier un peu vite qu'on a aussi des enjeux d'hydrologie urbaine dans des milieux urbains qui sont traversés par des petits cours d'eau. Et ces petits cours d'eau, pour le coup, sont beaucoup plus facilement impactés par ce qui se passe directement à l'intérieur du milieu urbain et périurbain. Donc là, ce que je vous présente, c'est des résultats de simulation obtenus par mon collègue Jérémy Bonneau, qui s'est intéressé au débit de la rivière, du cours d'eau, alimenté dans le monde du modèle par 4 types de flux, des flux superficiels, le ruissellement et les rejets des déversoirs d'orage, des flux souterrains, l'infiltration et l'alimentation par la nappe. Et on va comparer 2 types de réponses hydrologiques à un événement pluvieux en hiver, où dans le monde du modèle, la précaution oratoire me semble nécessaire, le débit du cours d'eau est alimenté par des composantes souterraines. Et donc ce que vous voyez sur le graphique en bleu, plus c'est bleu, plus on augmente le coefficient d'imperméabilisation. Donc plus on réduit le pourcentage des zones sur le bassin versant où on a de l'infiltration. Augmenter le coefficient d'imperméabilisation, donc réduire le pourcentage d'infiltration sur le bassin versant, c'est diminuer le débit qui, dans ce cas d'événement hivernal, est alimenté par des composantes souterraines. A l'inverse, graphique de droite, pour un événement estival, là, les composantes de surface contribuent beaucoup plus à ce pic de débit qui génère les problèmes d'érosion que je mentionnais tout à l'heure. Et donc, augmenter le coefficient d'imperméabilisation sur le graphique que vous voyez ici, c'est augmenter le pic du débit. A l'inverse, désimperméabiliser, c'est-à-dire faire gagner du terrain à la zone verte contre la zone grise, c'est renforcer le soutien d'étiage que va représenter l'infiltration des eaux de ruissellement par rapport à cette espèce de pic qui a un effet très très ponctuel, en général négatif sur la vie biologique des cours d'eau. Je vous disais tout à l'heure, la contrepartie de cette infiltration et donc de cette réalimentation des nappes, c'est qu'il faut qu'on s'interroge sur ce que deviennent les contaminants qui sont présents dans les eaux de ruissellement. Alors pour ça, je vais vous présenter les résultats de 3 projets de recherche qui sont présentés de façon synthétique en fonction du fonctionnement de la grosse dizaine d'ouvrages qui ont été étudiés, avec à chaque fois l'objectif de regarder l'abattement en concentration, c'est-à-dire le pourcentage de la concentration en différents polluants entrantes qu'on ne retrouve pas dans les eaux qui sortent soit par percolation, c'est le graphique en haut à gauche, soit par rejet, par rejet à débit contrôlé, c'est le graphique en haut à droite. Donc,
partie gauche, des ouvrages basés sur la filtration et l'infiltration des eaux, partie droite, des ouvrages basés sur la décantation. Et ce que vous allez observer sur le graphique que je m'apprête à vous montrer, c'est pour chaque substance qui a été suivie, vous les voyez listés à droite, matière en suspension, hydrocarbures aromatiques polycycliques, métaux, alkylphénol, bisphénol A, l'abattement médian sur une grosse dizaine d'événements pluvieux à chaque fois, donc par type d'ouvrage. 6 ouvrages de filtration, 5 ouvrages de décantation. Ce qui frappe, c'est que dans des ouvrages de filtration, on a une meilleure rétention des contaminants que dans des ouvrages de décantation. C'est complètement logique. Dans des ouvrages de filtration, on bénéficie d'un panel de processus physico-chimiques de rétention, en plus de la décantation et la filtration mécanique qui ont lieu déjà dans l'ouvrage de décantation. Donc en fait, on combine les différents processus qui permettent de retenir les contaminants et en gros, pour des contaminants suffisamment bien retenus par le sol et les matériaux de surface, on a un abattement qui est supérieur à 80-90% en médiane pour ces substances-là. Tout ça m'amène à un exemple assez emblématique issu de travaux de collègues australiens proches de Melbourne qui se sont demandé si c'était possible de restaurer un ruisseau urbain en mauvais état sans y toucher. Alors, ce n'est pas de la magie, c'est simplement, vous avez en haut à droite le bassin versant en orange expérimental sur lequel, sur 20 années d'expérimentation, les chercheurs sont allés rue après rue, surface imperméable après surface imperméable, déconnecter la totalité du bassin versant en installant patiemment des ouvrages d'infiltration, des cuves, quelque chose qui permettait de ne plus renvoyer les eaux pluviales au réseau. Et ils ont comparé ce qu'on observait à l'exutoire de ce bassin versant dans le petit cours d'eau à ce qui se passe à l'exutoire de 3 bassins versants contrôle en bleu où on ne fait rien, des bassins versants urbains où on ne fait rien, et comparaison à 2 bassins versants naturels de référence. Et vous voyez représenté sur ce graphique-là l'évolution temporelle mise en perspective sur 20 années de suivi des concentrations en phosphore total. Et ce qu'on voit, c'est que sur le bassin versant orange expérimental, après 20 ans de suivi et de renouvellement patient du milieu urbain, on commence enfin à observer un frémissement qui rapproche le signal de ce que pourrait être un signal issu des bassins versants de référence, alors que les bassins versants de contrôle urbain ne bougent quasiment pas. Alors, pour essayer maintenant de résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit, on a des ouvrages de gestion des eaux pluviales auxquels on demande toujours plus. Dans les années 70, on avait une mentalité d'ingénieur. On se disait, quel est le problème? Le problème est hydraulique. Très bien, apportons une réponse hydraulique à un problème hydraulique. Mettons des bassins de rétention, pas très beaux, en béton. Sacrifions du foncier, c'est pas grave, on en a plein. Et on va mettre en place des ouvrages dont le but est de résoudre un problème de nature hydraulique. Même si ça conduit à des choses où on voit des caddies qui s'amoncellent, parfois des voitures brûlées, etc. À partir des années 80, on s'est dit, bon, c'est un petit peu dommage de sacrifier comme ça du foncier dans un endroit où il se passe des choses utiles très peu de temps dans l'année. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas concevoir des ouvrages plurifonctionnels ? Et ça a donné lieu à la réhabilitation d'infrastructures. Comme vous pouvez le voir, c'est le même bassin. Vous reconnaissez ici le bas du bâtiment. Là, c'est le même bassin, simplement. On l'a transformé c'est en Seine-Saint-Denis. Il a été transformé en terrain de basket en se disant, de toute façon, si on a un gros orage qui nécessite un stockage des eaux de ruissellement, les gens ne seront pas en train de jouer au basket. Donc, on peut très bien scinder les usages en deux avec une signalétique, avec quelque chose qui permet effectivement de prévenir les gens qu'il faut quand même être sur ses gardes quand on va là-dedans et qu'ils annoncent un orage. Un petit peu après, on a commencé à se rendre compte que c'était des ouvrages, comme je vous le montrais, qui peuvent contribuer au traitement des eaux de ruissellement. Ce que vous voyez sur la photo, c'est la première génération des treatment wetlands, où on a commencé à concevoir des ouvrages dont le but était d'avoir, en plus d'une vocation hydraulique, une contribution à l'interception des flux polluants en milieu urbain. Et puis, année 2000, on se dit, c'est un peu dommage, ça a été discuté juste avant, on a de l'eau qui est essentiellement invisible, sauf dans des infrastructures bien à part, grillagées souvent parce que c'est dangereux pour les gens d'y accéder. Est-ce qu'on ne pourrait pas redonner un peu de visibilité à l'eau en ville, tout en favorisant la réponse à nos problématiques qui n'ont pas cessé d'exister, c'est-à-dire toujours
un problème de gestion de lutte contre les inondations, de limitation des effets de l'imperméabilisation. Et là, on a commencé à rendre l'eau visible, à la remettre en surface, au lieu de l'envoyer systématiquement dans des réseaux. Et puis, année 2010, là, on se dit, ce serait pas mal si nos ouvrages, en plus, pouvaient contribuer à la nature en ville, à la biodiversité, si on pouvait faire des liens avec l'architecture. Je ne suis pas du tout expert de ce genre de questionnement biologique, mais on m'a dit que cette espèce de fleur qui avait été photographiée est une espèce plutôt rare et protégée, et elle a poussé spontanément dans un bassin d'infiltration. Là, je crois que c'est un triton qu'on a trouvé, là encore, dans un ouvrage de gestion des eaux pluviales. Et puis, on demande tout. Voilà, il faut qu'ils disent papa, maman, ça va moudre le café, etc. En tout cas, on commence à s'interroger sur le fait qu'une gestion à la source, ou en tout cas différente des eaux pluviales, pourrait même avoir des effets sur la santé humaine. Vous avez une review ici, Green Infrastructure and Human Health Review, la santé publique, la culture et l'atténuation des effets du changement climatique. Alors, j'aime bien ce graphique-là, il est tiré d'un document sur le projet Ville perméable, dont vous entendrez peut-être parler en deuxième partie de cette matinée. La Ville perméable, c'est le Grand Lyon qui a lancé toute une démarche de reperméabilisation de ces zones imperméables. Et ce qu'on met en avant sur ce graphique-là, ce n'est pas un problème hydraulique, c'est l'absorption et la rétention de chaleur. Donc en fait, on insiste davantage sur ces questions-là que sur la finalité première de nos ouvrages, qui est de restaurer l'hydrologie. Je vois Emmanuel se lever, j'imagine que je suis en retard, mais du coup, je vous dis en 2 minutes les enjeux de recherche émergents auxquels on essaye de s'atteler. Le projet Disconnect s'intéresse à une autre question corollaire de tout ce que je viens de vous présenter. En ville, on désimperméabilise, mais il y a énormément d'endroits où on a un héritage, un passif industriel qui se traduit par des teneurs élevées en différents contaminants, métaux, HAP la plupart du temps, à 2-3 mètres de profondeur. C'est bien beau de constater que le sol de surface dépollue le ruissellement, si c'est pour que l'eau se repollue quelques mètres en dessous, c'est un peu problématique. Donc on essaye de s'interroger sur la façon de caractériser les risques de remobilisation des substances dans des horizons potentiellement contaminés. Et évidemment, impossible de parler de ces questions sans remettre ça dans une perspective de changement climatique. Alors, parmi les différentes éventualités soulignées par le résumé aux décideurs de l'IPCC, un exemple que vous pouvez voir sur ce graphique-là, comment un monde à plus 4 degrés est supposé changer la teneur en eau des sols. Alors ce que vous voyez ici, c'est représenté par rapport à une distribution statistique. On vous dit, on est à peu près en France dans une variation de moins 1 sigma. Moins 1 sigma, ça veut dire que, en gros, la teneur en eau moyenne dans les sols d'un futur à plus 4 degrés correspond à ce qui, pour nous, aujourd'hui, est une sécheresse de période de retour 6 ans, 7 ans. Donc voilà un petit peu à quoi il faut s'attendre. Ça, il faut se poser la question de l'impact que ça aura sur une solution végétalisée qui risque de peut-être pas trop apprécier des périodes de sécheresse plus intenses et des périodes de pluie plus intenses.